J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. En fait, quand de temps en temps on me dit vous avez commencé quand la sculpture, j'ai envie de dire je l'ai commencé quand j'avais 2 ou 3 ans. Parce que c'est dès cet âge-là que j'ai commencé à aimer les vaches et les animaux en général. Donc, ils m'ont toujours fasciné. C'est pas une adoration devant un petit chien, un petit toutou, un chat, même si j'aime beaucoup tous ces animaux-là. C'est plutôt un véritable intérêt. Un intérêt profond pour comprendre les animaux, comprendre leur morphologie, comprendre leur comportement. Et c'est en voulant les comprendre que je les ai observés si longtemps. En fait, je ne prends jamais mon inspiration dans un livre en me disant je vais essayer de trouver une jolie scène ou un bel animal et je vais le reproduire. Ce que j'essaye de faire, c'est de reproduire des animaux que j'ai en tête et que je connais parfaitement à force de les macérer, de les triturer dans ma tête. Donc, il y a des animaux qu'aujourd'hui je ne saurais pas faire parce que je ne les possède pas assez de l'intérieur. En revanche, il y a des animaux que je connais très bien, à force de les avoir dessinés d'ailleurs. Il faut avoir mûri ces animaux dans sa tête pour pouvoir les faire. Il faut en quelque sorte être l'animal. J'ai commencé la sculpture il y a plusieurs années parce que j'étais fasciné par les bronzes animaliers de la grande école française du XIXe siècle. Et puis un jour, j'ai pris quelques cours de sculpture parce que j'avais envie d'essayer. Et la professeure m'avait dit, il faut que vous commenciez par faire des photos d'un animal, vue de profil, ça va, vue de face, ça va, vue de dos, ça va, mais vue du dessus. Moi qui avais envie de faire un éléphant, c'était un peu compliqué. Donc je me suis rabattu sur un mouflon, j'ai pris quelqu'un sur mes épaules, et il a pris le mouflon en photo, et j'ai commencé à sculpter mon mouflon. Et puis, comme si cette espèce de passion des animaux depuis des années devait éclore, mon mouflon est né à toute vitesse. Et en quelques instants, j'avais un mouflon qui tenait sur ses 4 pattes. Et c'était une émotion immense. La difficulté en même temps, c'est de rester exigeant vis-à-vis de sa pièce. Mais la pièce vous fait passer par toutes sortes d'émotions. Parce que quand on commence, on doute énormément. Et à chaque fois, même si j'ai réussi 10 pièces avant, je me dis peut-être que je ne sais plus faire. Et quand je commence, j'ai toujours très peur. Très peur de ne pas y arriver. Et je ne peux pas m'y mettre en passant, par hasard. Il faut que cette décision de me remettre à la sculpture soit mûrie. Que j'ai géré en quelque sorte cette espèce d'anxiété, cette angoisse. Et finalement, la sculpture, c'est surtout le don d'observation. Parce que les mains obéissent parfaitement. Si je vois que cette vache a, comme c'est le cas pour l'instant, le cou trop court, c'est gagné. Je sais qu'il faut l'allonger. L'allonger, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de se dire pourquoi cette vache est pas mal, elle a bien démarré. Mais pourquoi cette vache n'est pas encore une vache? Parce qu'elle a le cou trop court ici. Donc ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais couper, je vais rajouter un peu de terre et je vais le rallonger. Peut-être que les hanches ici sont trop avancées. Donc là, il faut les reculer, ça c'est encore plus facile. Donc c'est ainsi, il faut simplement observer. Et les mains obéissent toujours. Les mains obéissent tellement bien que quand on veut vérifier qu'un animal est bien symétrique, on ferme les yeux et avec les mains, on mesure. Et là, on voit tout de suite que là, il y a une bosse. Là, il y a un creux qui n'est pas identique de l'autre côté. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, il a voulu faire une vache ». Non, c'est une vache. La question ne se pose même pas, c'est une vache. Il faut vraiment que mes animaux soient exacts. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Il faut se méfier de cet orgueil qu'on met à vouloir réinterpréter tout, vouloir s'approprier les choses. Oui, c'est vrai, je reproduis la création. Néanmoins, il n'y a aucune vache qui sera exactement comme celle-ci. Et donc, je vais la recréer comme je l'entends. Et ça, c'est mon interprétation. C'est difficile de montrer ses œuvres dans une exposition, dans une galerie. Quelqu'un disait, exposer, c'est s'exposer. C'est tout à fait ça. Les artistes sont souvent écorchés vifs parce qu'ils mettent tout leur cœur dans leurs pièces. Tout ce ils ont passé des heures, ils ont travaillé. Et au-delà des heures de simple réalisation, ils y ont pensé longtemps.
Il y a toujours une certaine insatisfaction pour un artiste à voir sa pièce terminée. S'il la montre, c'est qu'il considère qu'elle est réussie. Et en même temps, il sait qu'elle n'est pas totalement réelle parce que ce n'est encore qu'un tas de terre ou un tas de bronze. Et la pièce n'est pas vivante. Mon rêve, évidemment, c'est que ma vache, tout à l'heure, avance une patte, puis l'autre, tourne la tête, et sorte de la planche et s'en aille. Et comme malheureusement, ce n'est qu'un mythe, et nos animaux ne sont jamais vivants, on est toujours insatisfait en les voyant, en disant « mais il manque encore quelque chose, il manque une petite étincelle de vie ». Mais c'est sans doute nécessaire. Je pense que si on était très satisfait d'un animal, d'une pièce, on arrêterait. Voilà notre vache qui commence à prendre bonne allure. Ce que j'aime bien faire, c'est esquisser des traits un peu plus fins, les cornes, les oreilles. Bien sûr, je les remplacerai par des détails mieux faits, mais ça me permet de vérifier que l'allure générale est bien celle-ci. Quand on me demande si j'ai besoin de photos, effectivement, j'ai besoin de photos. Si je vous demandais, les vaches ont-elles les oreilles derrière les cornes ou sous les cornes? Qui saurait répondre? Et bien voilà, j'ai besoin de photos à ce moment-là pour me dire, effectivement, les vaches ont les oreilles sous les cornes. C'est facile de faire une oreille. Hop. On enroule la base du cornet. Pour la faire tenir, un peu d'eau. Les vaches ont des très grandes oreilles. On n'imagine pas non plus que la plupart des animaux, pas tous bien sûr, mais en particulier les grands herbivores, ont les sens développés à peu près à l'inverse de l'homme. Ils sentent extraordinairement bien, alors que nous ne sentons pratiquement rien. Ils entendent assez bien, comme nous, et ils voient assez mal, à l'inverse de nous. Voilà notre vache. Tout ça sera refait, bien sûr. Je retrouve mes petits ustensiles. Vous avez remarqué que la vache avait des rides comme ça? Si on observe bien une vache, on aperçoit aussi que sur le milieu du front, les poils forment une espèce de spirale. Ça, je m'amuserai à le faire quand la terre sera bien sèche. Ça, c'est pas beau, donc on va lisser un peu. On peut dessiner l'allure générale de cette vache. On aura des sabots avec les deux onglons, ici. Voilà. Et à l'arrière, on va faire pareil. Voilà. Et puis là, on fera un pli très important. Quand les vaches n'ont pas été traites depuis longtemps, ou le soir tard, le pli est vraiment énorme. Il est très important de rapidement définir l'allure générale de l'animal. C'est une évidence. Bien sûr, après, il faudra faire beaucoup de détails qui manquent. Et puis, il faudra laisser reposer en quelque sorte cette vache. Quand j'ai sculpté le soir, ainsi, ma première réaction le matin, même si j'ai des rendez-vous, même si je suis pris, tout de suite je me lève et immédiatement je vais voir l'animal. Et tout de suite je repère ce qui ne va pas. Donc là, il y a des choses que je ne vois pas ce soir. Peut-être qu'elle a le ventre trop rond, trop maigre, le dos trop creux, au contraire trop bombé. Mais demain matin, je vais le voir. Et ainsi, jour après jour, je vais observer ce qui ne va pas et je vais pouvoir le réparer, l'améliorer. Alors, il y a énormément de races de vaches. Entre la Salers, la Limousine, la Jersiaise, la Bretonne, la Gasconne. Il y en a qui sont moins connus, la Saônoise, l'Aubrac. Toutes ces vaches sont différentes. Certaines sont très grandes, d'autres sont toutes petites. Une bonne façon de les observer, c'est d'aller au Salon de l'Agriculture à Paris. On les voit à peu près toutes. Le regard est très très important. La difficulté, c'est de rendre le regard en terre. Il faut que ce soit un regard vivant, pas un regard vide. Et après, la difficulté, c'est qu'il faut que la fonderie rende ce regard. La fonderie fait vraiment partie du travail de l'artiste sur un bronze.
Le processus de la fonderie est très compliqué, très long, très coûteux. C'est ça qui malheureusement fait que les bronzes sont chers. Mais une bonne fonderie, c'est extraordinaire. Quand l'artiste voit son travail complété, prolongé par la fonderie, il y a une réalisation, une osmose parfaite qui se fait. Voilà comment se passent les principales étapes de la fonte. On prend la pièce qui est cuite ou non. Donc, autour de cette pièce, on va passer au pinceau de l'élastomère très liquide. Dans cet élastomère, on va couler de la cire, ou plutôt on va passer de la cire au pinceau, une cire chaude, qui est souvent de couleur bleue, parce que c'est la couleur qui permet à l'œil humain de voir le mieux les détails. On obtiendra donc une reproduction exacte de la pièce initiale, mais en cire. Quand on a cette reproduction de la pièce originale en cire, on peut faire des retouches. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, s'il y a une pièce sur laquelle j'ai repéré des défauts. Ce modèle en cire va ensuite être placé dans un cylindre et on va couler du plâtre. Et ce plâtre très liquide va s'infiltrer partout autour de la pièce en cire. On aura pris soin de ménager ce qu'on appelle les canaux, c'est-à-dire des arrivées par où le bronze va couler, des égouts par où la cire va s'écouler. Quand la pièce, le cylindre de plâtre est prêt, on chauffe précisément, la cire va s'écouler par les égouts. On a donc un cylindre de plâtre avec en négatif, en creux, à l'intérieur, la pièce à fondre. On coule le bronze, qui va donc occuper l'espace laissé vide. On démoule immédiatement cette pièce en la trempant dans l'eau. En trempant dans l'eau, le plâtre va se dissoudre immédiatement, le bronze va se refroidir instantanément, et l'on peut récupérer une pièce qui ressemble vaguement à la pièce originale. Il est vrai qu'à ce moment-là, la pièce n'est pas encore très belle. Quand on a cette pièce vaguement ébarbée, il faut faire les finitions. Je fais presque toujours les finitions moi-même, parce que je connais chaque animal et je sais que les cornes, les défenses, les oreilles doivent être plus ou moins pointues, plus ou moins affinées. C'est un travail assez long, qui est fait avec des petites fraises, mais on utilise un peu tout, un marteau, un poinçon. Quand les finitions sont faites, il faut sabler la pièce. Il faut nettoyer cette pièce en surface. C'est aussi la condition pour que la patine accroche. La patine, ce sont des oxydes. Ce n'est pas une peinture comme on le croit trop souvent. C'est un peu comme une rouille, finalement, mais d'une autre couleur, que l'on met sur le bronze. On peut faire exactement ce qu'on veut, selon qu'on passe de l'acide chlorhydrique, sulfurique, on obtient des couleurs très variées. Le patineur va donc passer avec un chalumeau, va passer son chalumeau sur la pièce et la chauffer. Et en alternance, entre chalumeau et pinceau, il va passer une patine dont il a le secret. À la fin de la patine, quand la pièce est prête, on la cire. On peut le patiner à chaud, et dans ce cas, la pièce sera brillante. On peut le patiner à froid, la pièce sera beaucoup plus mate. Je vais commencer à la creuser un petit peu, juste pour voir, pour montrer. C'est aussi une preuve pour moi, si l'animal tient sans armature, qu'il est bien fait. C'est qu'il est réaliste. On fait une incision, le plus petit possible, et on creuse. Voilà. Le poil, le cuir, la graisse. Je suis en train d'attaquer les muscles. Ah, voilà un morceau de colonne vertébrale. Sous les côtes. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un peu de la blague d'aller disséquer des animaux, de comprendre les os, les muscles. Maintenant, je comprends. Parce que bien souvent, là, quand je vois cet omoplate, je voudrais voir le muscle d'animal à cet endroit-là, pour comprendre s'il est exactement comme ceci, ou est-ce qu'il n'est pas plutôt comme celui-là, ou comme ça. C'est ça tout l'intérêt.
À la fin, on peut s'amuser à donner un peu plus de caractère à la vache, avec des traits qu'on accentue. Comme ça. Ensuite, on va pouvoir lisser avec l'eau, et ça va devenir de simples rides, assez légères. Il est très amusant de faire un rhinocéros ou un éléphant, parce que on joue avec les différentes étapes de la terre de plus en plus sèches, et on peut obtenir tout le craquelé de la peau d'un pachyderme. Et voici notre vache qui commence à avoir une allure un peu plus vivante. J'ai souvent eu envie de m'arrêter à l'étape de l'esquisse pour voir une fois ce que ça donne. Mais je n'y arrive pas. Dans ma hâte à faire l'animal de façon très réaliste, je ne parviens pas à m'arrêter à l'esquisse. Il est évidemment très sensuel de caresser ainsi la terre qui est douce, et surtout l'idée de caresser cette vache, le ventre rebondi, on sent les os. J'ai presque l'impression de sentir les os sous mes doigts. Le cou en particulier, fin et fort en même temps. On va donc creuser. Alors évidemment, c'était une phase amusante parce que tout d'un coup l'animal va sortir de cette espèce de gang de terre. Voilà notre laitière qui commence à prendre un peu plus d'indépendance. On voit bien que si elle n'était pas creuse, elle serait déjà écroulée. On rentre dans une étape qui n'est pas facile parce que on sent que l'animal est là. En gros, ça va aller, ça va être réussi. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et puis, ce qui reste à faire, ça peut lui donner une allure un peu figée, ou au contraire, lui donner ce petit plus qui fait que ce sera une réussite. Un beau travail. Il n'y a pas de règle. J'ai parfois fait des animaux à une vitesse folle, très rapidement, bien inspirés. Et puis il y a d'autres animaux qui, au bout du compte, sont bien faits, mais qui m'ont donné beaucoup de mal. Il a fallu que je passe beaucoup de temps. Il faut de la patience. Et puis quand ça dure, il y a des moments où on en a assez, et même un animal qui a réussi, on n'a qu'une envie, c'est de le jeter par la fenêtre. Il y a de véritables creux chez la vache, en tout cas, chez ces traces de vache ici. Il faut faire attention parce que parfois on fait très bien un côté, et puis quand on regarde de l'autre côté, on a oublié de travailler la pièce. On est un peu désespéré parce que l'autre côté ne ressemble à rien. Là, j'ai fait attention à travailler les deux côtés à la fois, beaucoup d'eau. Ça va gommer un peu les aspérités tout en laissant un certain nombre. J'aime bien dessiner l'œil. Il n'est pas définitif. Ça me permet simplement de donner un petit peu de vie à ma vache ou à mon animal pendant que je le sculpte. Compliquer les yeux. C'est la vie de l'animal, il m'est arrivé de refaire des yeux 5 fois, 10 fois, 20 fois. Parfois, l'un des deux yeux est parfait et l'autre ne ressemble à rien. Et on essaye, on recommence. Ou parfois les deux yeux sont parfaits, sauf qu'ils ne sont pas symétriques. Il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Là c'est bien, là j'enlève encore un peu sur l'omoplate. On voit que tout est dans l'observation. Il faut connaître l'animal, il ne faut pas avoir besoin de se référer à un livre en se disant est-ce que c'est à la bonne taille, est-ce que... Et les mains obéissent toujours. C'est là, ça c'est trop long. Voilà. Et voilà. Il y a quelques centimètres de trop, et là ça va mieux. Je le vois, je le sens. Voilà. Il est très difficile d'arrêter une pièce. Quand une pièce est terminée, quand je l'ai travaillée vraiment de nombreuses heures, je la pose chez moi. Et malheureusement, je trouve toujours quelque chose à refaire. Une pièce n'est jamais vraiment finie. Puis à un moment, il faut bien l'emporter à la fonderie. Alors ce qui le déclenche, c'est que par exemple, on a un trajet vers la fonderie. Au contraire, c'est la fonderie qui vient vous chercher une pièce. Il faut bien s'arrêter, sinon je crois qu'on pourrait la travailler des années. Quand je parle de la sculpture, il y a deux questions qui reviennent systématiquement. Combien de temps mettez-vous ?
Je ne sais pas quoi répondre. Je crois que certains jours, je réponds 40 ans, puisque c'est le fruit de ma passion depuis toujours. Et puis il y a d'autres jours où je me demande s'il faut répondre très peu de temps pour que les gens soient éblouis. Ou au contraire, il faut que je mette vraiment très longtemps pour qu'ils se disent « Ah, au moins voilà un artiste qui travaille beaucoup ». Bon, la réalité est différente, c'est qu'il n'y a pas deux animaux que je fais dans le même temps. Ça dépend de l'inspiration, ça dépend du moment. Et puis que compte-t-on comme faire une pièce? Est-ce qu'on inclut le temps de la fonte? Toutes ces petites retouches? J'ai jamais pris de chronomètre pour me dire tiens, encore 5 minutes ce soir, encore 10 minutes demain matin. Je ne sais jamais quoi répondre. Et l'autre question, c'est systématiquement, vous travaillez d'après les photos? Et je sens comme une petite critique. Si je répondais oui, je pense que les gens seraient déçus. Quand quelqu'un travaille sur un modèle, quelle est la différence? Je pense que la grande différence, c'est que je ne reproduis pas, comme je l'ai déjà dit, une scène vue sur une photo. Ça, jamais. Alors voici quelques pièces en bronze, terminées. On voit qu'elles sont creuses. Voilà à quoi ressemble le bronze à l'état naturel. On voit bien la teinte cuivrée, puisque la majorité du bronze est constituée de cuivre. Et la patine, donc on peut la toucher tant qu'on veut, ça n'en va pas. Alors j'avais fait Platon, qui était la reproduction. Je m'étais inspiré du modèle de Platon, un très grand gorille de Saint-Martin-la-Plaine. Puis une fois que j'ai terminé, j'ai eu envie de faire un autre grand singe, que naturellement j'ai appelé Socrate. Voilà Socrate avec sa tortue. Pourquoi une tortue? J'ai aucune idée. Je ne sais absolument pas pourquoi. J'ai eu l'idée de faire une... Au départ, je pensais faire un chimpanzé debout qui aurait tenu en laisse une tortue. Puis en cours de route, visiblement il s'est assis, mais j'allais dire presque tout seul. Et puis je lui ai mis donc une tortue sur le dos. Puis alors quand j'ai fait Platon et Socrate, j'ai voulu faire Aristote, le troisième grand singe. Donc après le gorille, le chimpanzé, voilà l'orang-outan. Alors cet orang-outan, il tient un caméléon. C'est une scène qui ne peut pas arriver dans la nature, puisque les orang-outans et les caméléons ne vivent pas du tout dans les mêmes régions, ni même sur le même continent. Mais j'ai trouvé cette scène amusante, puisque Socrate avait trouvé une tortue, pourquoi Aristote n'aurait pas trouvé un caméléon? Donc on va dire que c'est dans un zoo, c'est le petit Aristote qui a trouvé une tortue, qu'il a montré à son père, et son père visiblement ne compte pas la rendre. Un animal étrange, le casoar. Casoar à casque. C'est la preuve qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme patine, puisque c'est pas de la peinture, hein, c'est bien de la patine qui a été faite. J'aime bien cet animal parce que quand on regarde de près sa tête, on voit son air méchant et assez stupide. Voilà une partie de mon Arche de Noé.